Salut les amis et bienvenue sur ce 19e épisode de Tipeee and Friends. Cette semaine, je reçois sur le podcast Antoine, guitariste-chanteur du groupe Fatima, un groupe qui a le vent en poupe depuis quelques années. Fatima joue dans un registre grunge doom avec de forts relents psyché, musique orientale, un univers personnel basé sur des influences diverses, autant sur le plan musical que sur l'imagerie. C'était l'occasion pour moi de discuter avec Antoine de son parcours, la formation et genèse du groupe Fatima, comment il compose et surtout discuter pas mal sur des sujets, sur tous nos centres d'intérêt communs, discuter un petit peu de leur façon d'élaborer leur visuel. Je vous invite d'ailleurs à aller sur leur page pour voir un petit peu les superbes pochettes qu'ils nous font entièrement à la main. D'ailleurs, Antoine explique ça pas mal dans l'épisode. Petit erratum au niveau de la date de Fatima en première partie de Acid King, ce sera donc le 8 août sur Paris, au Glazart. Donc si vous êtes dans le coin, je vous invite à aller voir les deux groupes parce que ça vaut le détour. Au moment où j'enregistre cette intro et au moment où vous allez découvrir cet épisode, sachez que Fatima est déjà en studio en train de préparer son 4e album déjà. Donc restez connectés. Merci encore à tous ceux qui soutiennent le podcast. C'est vrai qu'il y a eu une petite coupure la semaine dernière, mais on continue juste avant les vacances qui devraient arriver vers la fin du mois de juillet. Donc si tout se passe bien, de nouveaux épisodes qui arrivent, notamment le 20e. On va voir comment on va faire pour marquer le coup avec un épisode spécial peut-être. Je ne sais pas encore. Je vous avoue que c'est en plein brainstorming. Je vous remercie donc pour votre soutien et comme d'habitude, merci de partager les liens et montrer votre support. Je vous laisse avec Antoine de Fatima. Salut Antoine, merci d'être présent pour ce podcast. Salut, très content d'être là. Ça fait un bail qu'on voulait faire ça, c'est cool d'avoir réussi enfin à se capter. C'est sûr, c'était pas toujours évident de trouver des slots qui sont compatibles. Mais là ça va, on a pu caler ça. On est bien calé, il commence à faire bien chaud en ce moment, donc... C'est grave, ouais. C'est la période où on sent les épices assez rapidement, enfin, de mon côté en tout cas. Donc Antoine, guitariste-chanteur du groupe Fatima, groupe qui est là depuis quelques années, sur lequel tu vas pouvoir revenir bien sûr. Et dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et que tu te laisser aussi présenter ton parcours, raconter un peu comment t'as commencé à t'intéresser à la musique, qu'est-ce que t'écoutais à ce moment-là, et puis comment tu en es venu à faire de la musique toi-même, et puis voilà, la guitare, le chant, tout ça. Ok. Alors du coup, donc je m'appelle Antoine. Je m'intéressais à la musique. Je me suis intéressé à la musique assez tardivement parce que finalement, chez moi, il n'y avait pas trop de culture musicale. Mes parents avaient quelques best-of. Le top qu'ils avaient selon moi, c'était les Beatles et un best-of des Bee Gees en fait. Le reste c'était pas mal de Julien Clerc, des trucs comme ça que j'ai bouffé dans la bagnole pendant les vacances pendant des années. Jean-Louis Aubert, tout ça, ça me sortait un peu par les yeux au bout d'un moment quoi. Et en fait au lycée, donc moi ce qui m'intéressait surtout gosse, c'était en gros les dinosaures quoi, comme tous les gosses des années 90. Je regardais pas mal de films aussi, assez jeune, des films avec des monstres. Enfin, j'ai commencé avec une cassette de King Kong là, dans des années 30, le premier film que ma mère me ramenait régulièrement. Donc ça m'a plu. Donc tout de suite les monstres en animation image par image, c'est un truc qui m'a plu assez jeune quoi. Et après les films de dinosaures, j'ai eu Jurassic Park, puis après Spielberg, et puis après petit à petit je regardais toutes les cassettes enregistrées de mon oncle. Donc c'était surtout ça mon truc, plus un peu les jeux vidéo avec les potes dans les années 90 quoi. Et arrivé au lycée en fait finalement tu passes du petit collège au grand lycée où il y a plein de monde, et là tu rencontres des nouveaux potes qui eux ont pas attendu d'avoir j'avais quel âge, 17 ans, 15-16 ans je sais plus, c'était en seconde première pour écouter de la musique quoi. Donc ils avaient fait de la guitare acoustique, ils m'ont fait écouter du métal, du rock, et d'un coup j'ai découvert des trucs que je connaissais pas. J'avais un peu des goûts chiottes aussi avant, faut le dire, j'écoutais un peu tout et n'importe quoi, pas des trucs qui arrivent. Et donc du coup en fait après donc j'ai surtout j'ai découvert Black Sabbath et Nirvana quoi, globalement.
ça a été un peu les deux. Et petit à petit, je suis allé vers les Cure et Killing Joke, et c'est un peu les 4 groupes sur lesquels j'ai pas mal tourné pendant je sais pas, pendant tout le lycée, tout le... Il y a franchement pire pour commencer. Bah oui, voilà. Petit à petit, et puis petit à petit, j'ai commencé à creuser la New Wave, la Cold Wave avec les Cure, et ça m'intéressait aussi. Et le métal, il y a eu Slayer aussi. Ah. Et le métal, du coup, voilà, donc j'ai commencé par un peu comme tout le monde aussi, par Metallica, enfin, tu sais, les albums qu'on passe entre potes, on regardait les lives, je me rappelle du live de Metallica, je crois que c'était le 89 ou 93 filmé, là, qui est assez incroyable. Alors, t'as le live sheet à Seattle de 89 et le San Diego. C'est vraiment vénère. Et San Diego de 93. Voilà, ouais, ça passait de là. Ouais, et donc et puis voilà, et puis derrière Slayer beaucoup, surtout les. Puis ce qui est bien en fait, c'est que tu découvres Slayer à une époque où ils sont encore là, et ils sortent des albums, même si c'est des albums tardifs. Et du coup ça fait vraiment plaisir qu'il y ait une actu sur un groupe que tu découvres alors qu'il est là déjà depuis 30 ans, enfin depuis 20 ans avant toi quoi. Ouais. Et voilà quoi. Donc en gros voilà, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas mal de potes qui faisaient de la guitare. J'en avais un en particulier qui s'appelait Mathieu, que je salue s'il m'écoute. Et du coup, en fait, il m'a montré un peu comment poser les doigts pour faire des accords. Ça commençait à m'intéresser. Et après, j'ai essayé d'apprendre la guitare, et ça a été douloureux pendant un bon moment. Surtout quand t'es au lycée, il y a des mecs qui font de la guitare sur l'herbe le midi en se la pétant, en faisant du reggae, ce genre de truc, et qui te pouffent en voyant que toi tu fais 3 accords complètement mal sur un banc, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, bon bah, je me suis accroché parce que ce qui m'intéressait, c'était d'essayer assez rapidement, d'essayer de faire des morceaux en fait. Même si évidemment ça commence jamais fameux au début. Ouais. Mais c'était l'idée d'avoir, c'est un peu comme quand, je t'ai pas dit, mais j'aime bien dessiner aussi. J'ai toujours dessiné depuis petit. Et c'est un peu équivalent quoi. C'est t'arrives sur la feuille et tu essaies de te projeter, qu'est-ce que je peux faire avec ces 3 accords que j'ai, et qu'est-ce que je peux faire avec ce crayon et une vague idée que j'ai dans la tête, est-ce que je peux y arriver ou pas. Donc c'était ça qui m'intéressait quoi. Voilà, se projeter dans un cadre défini, donc l'instrument, et qu'est-ce que je peux faire avec ça, et petit à petit avec les potes autour, on a commencé à jouer ensemble, et on a commencé à faire un petit groupe quoi. D'accord. Et du coup déjà à l'époque j'ai connu JC, donc qui est le batteur de Fatima, et Maxime au lycée en fait. Et JC lui il était pas dans le même lycée que moi, donc moi j'étais dans un lycée, le lycée Corot, qui est je crois le plus grand lycée de France, enfin c'était à l'époque, c'est peut-être encore le cas, qui est à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne, un gros château avec des préfabriqués, parce que toi t'es dans les préfabs et le château c'est la façade, donc t'as l'impression que c'est Poudlard, mais c'est pas ça du tout en fait. C'est la troupe couillon. Voilà. Et du coup donc JC en fait était un pote d'un de mes potes, un de mes meilleurs potes quoi d'enfance quoi, avec qui je faisais de la guitare. Et du coup, petit à petit, on s'est rencontrés comme ça, à picoler, à faire des soirées, et on est arrivé, je sais plus exactement quand, ça devait être 2005, je dirais, à faire des petites répètes un peu autour de chez nous, avec 3 accords et un chant abominable que j'essayais de placer, quoi. Et, et voilà. Et en fait, et à cette époque-là, dans le groupe, donc il y avait JC, donc mon pote Philippe qui faisait de la guitare, et Romain. Et Romain, en fait, on a joué un peu avec lui, c'est le grand frère de Maxime, qui est notre bassiste dans Fatima. Et donc on a joué quelques mois avec Romain, et au bout d'un moment Romain a dit bon bah voilà, j'en ai marre, même mon frère il aimerait bien faire de la musique, donc on l'a rencontré et ça a collé tout de suite avec Maxime quoi. Ouais, on avait les mêmes goûts, et il est un peu plus jeune que nous, mais du coup on s'en sentait pas, on s'en fout quoi. Surtout qu'en fait maintenant ça se sent plus du tout, on a le même âge quoi, globalement. Enfin, j'ai passé 30 ans, tu sais. Ça se tasse. Au lycée t'as l'impression que il a 1 an de moins, t'as 1 an de plus, on s'en fout quoi. Et du coup voilà, donc on est parti là-dessus, et le groupe s'appelait Crabs au départ. Bon, un certain nombre d'années, mais c'était traînant, hein. C'est pas de concert, on était vraiment dans la banlieue, Paris, on y allait de temps en temps à la bibliothèque François Mitterrand, on regardait un film, on buvait en rentrant en RER, parce que de toute façon t'as pas le choix quoi. Ouais, pas trop traîner. Et petit à petit, les années passant, mon groupe s'est à moitié disloqué machin, et on l'a reformé du coup avec JC, Maxime et moi. Et vers 2013, 14 peut-être, 2014 je dirais. Et à ce moment-là, en fait, vu qu'on commençait tous à bosser sur Paris ou dans le
coin et qu'on montait régulièrement sur Paris, qu'on avait des permis, des voitures, tout ça. On a rencontré des potes, d'autres nouveaux potes en fait qui faisaient de la musique, du métal, des potes de Lord Domingus. Ah oui, je connais. Ouais, on a fait un concert avec eux. Ah, cool. Avec Moonskin, c'était oui, ok. Je sais plus quelle année, 2016 ou 2017. 2017. Bah c'est ça. Ouais. En fait, du coup, Lord Domingus, grâce à eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était tous les deux, on était deux groupes en chien de concert. On voulait vraiment jouer maintenant, parce qu'on se disait merde, on a envie de faire des concerts, quoi. Essayer, en tout cas. Et alors avant ça, il y a eu d'autres petits concerts sur Paris, mais globalement, enfin avant ça, il y a quand même eu quelqu'un qui nous a énormément aidé, qui s'appelait Pascal Benvenuti, qui était dans une asso qui s'appelait Mon cul c'est du tofu. Oui. Et alors il était génial. Et en fait, à l'époque, il organisait des concerts régulièrement à la Miroiterie, à Ménilmontant, qui était un lieu, c'était un squat le reste de la semaine, et de temps en temps, il y avait des concerts le week-end. Un super lieu en fait. Oui. C'était lieu alternatif. Voilà. Ouais. Do it yourself, une éthique punk et puis. Voilà. Et l'orga était vraiment cool quoi. Il se faisait à manger, il donnait toujours un petit billet pour le déplacement. Enfin, le truc qui en fait est assez rare à Paris, l'air de rien, quand t'es amateur et que tu finalement. Oui, c'est sûr. Et il y avait pas mal de groupes qui venaient de l'étranger et tout. Et la salle, c'était vraiment les Tortues Ninja. C'est la salle en béton avec des tags, c'est trop bien quoi, avec les groupes qui jouent sur la scène surélevée, tout petits, les uns sur les autres. Et la régie, entre guillemets, elle était surélevée, c'est ça, hein, ouais, exactement. Elle était sur un petit balcon en hauteur, ouais. Et c'était très cool. Et donc on a joué là-bas une fois, ça c'était encore avec Krabs. Oui. Et en fait à ce moment-là, donc on a rencontré Pascal. Et Pascal de Mon cul c'est du tofu, qui maintenant, je crois qu'il a déménagé, il est plus en région, il doit être en Bretagne, et je sais pas trop s'il continue à faire des concerts là-bas. Mais en tout cas, à l'époque, il était pote avec, en fait, les deux qui géraient ça, c'était lui et Geoffroy de Jessica 93, en fait. Pour ceux qui connaissent. Oui. Et lui, enfin voilà, c'était surtout Pascal qui organisait, mais ils étaient un peu tous les deux à bosser là-dessus, ils avaient chacun deux groupes, ils étaient bien potes et tout. Et donc, on a rencontré Geoffroy, mais on a surtout rencontré, grâce à Pascal, Vincent Gregorio. Oui. On a commencé à demander à Pascal, voilà, on aimerait bien peut-être, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait nous enregistrer, on sait pas comment ça se passe, et il nous a donné le contact de Vincent, donc, qui avait son home studio à Drancy, et on l'a rencontré, on a enregistré un album avec lui de Krabs, qui est quelque part sur internet, dans les limbes. Et c'est quel style Krabs en fait? Bah c'était du grunge, hein, globalement, en fait ça ressemble à Fatima, mais il y a même certains morceaux qu'on a repris dans Fatima, on a reformulé, mais qui étaient déjà là à l'époque. Faudra peut-être qu'on ressorte un jour quand même le truc. Alors moi j'ai quelques questions déjà sur ton parcours. Déjà, ok, tu m'as expliqué que tu étais passé par le metal et la new wave, cold wave. Ouais. Mais le grunge c'est quand même une scène un peu spécifique. Je sais pas à quelle époque en fait tu as écouté du grunge parce qu'en fait, c'est le truc qui m'a sorti de la misère en fait, Nirvana. D'accord. C'est-à-dire que moi je connaissais comme tout le monde de loin le morceau qui passait à la télé, avec le clip, c'est la série, et il y a un moment où en fait j'ai découvert qu'il y avait les 3 albums et que c'était ultra agressif et qu'il y avait des riffs de porc et tout, et le chant était incroyable, et ça m'a retourné la tête. Enfin, en gros globalement c'est ce qui m'a donné envie de faire des morceaux quoi. Et ensuite derrière j'ai découvert Alice in Chains. En fait, et là d'ailleurs j'y reviens beaucoup en ce moment, et c'est surtout ces deux groupes, un petit peu Soundgarden mais moins, et alors Pearl Jam pas du tout, j'ai jamais accroché beaucoup. D'accord. Mais voilà, mais du coup c'est Nirvana en tête et Alice in Chains derrière, et c'est vrai que c'est une grosse influence, et à l'époque on regardait avec mes potes, on regardait les Unplugged en boucle. D'accord. En boucle quoi, les week-ends quoi. Et c'était une fenêtre sur un passé pas très lointain. Tu disais ça existait il y a, quand nous parce que du coup j'ai 34 ans là. Moi j'avais 5-6 ans, eux ils étaient vivants en train de tout péter, et là nous maintenant on a ado, et il y a plus rien qui ressemble à ça du tout dans le. C'est marrant parce que en tout cas dans le mainstream il y avait plus rien quoi. Oui. Bah, après il y a eu la vague néo-metal, et puis après il y a eu pas mal de sous-genres dans tous les sens, mais rien de. Il y avait de la qualité peut-être, mais il y avait rien d'assez stable pour s'affirmer comme style.
Donc après, c'était soit t'écoutes... il y avait plus trop d'alternatives de la même trempe, je veux dire. C'était soit tu es revenu vers tout ce qui était alternatif côté scène goth et compagnie, ou alors toute la vague entre guillemets stoner, noise. Oui, voilà, du coup, c'est ça. Voilà, mais c'était Electric Wizard qui est arrivé un peu aussi pour sauver les meubles. Hein. Oui, et puis bon, C'était un peu plus tard, mais quand même. Mais c'était quand même beaucoup plus pointu. C'est pas comme la vague grunge où c'était quand même assez accessible dans les médias et tout. Là, on parle de choses bien underground. Quand on parle de Electric Wizard, c'est la scène grunge. Oui, oui, c'est. Bah après, c'est vrai que dans les années 80, le hair metal, le glam, comme on dit aussi, c'était super médiatisé. Ça passait tout le temps à la télé. Et d'un coup, ça a été évincé par le grunge. Mais après le grunge, il n'y a plus eu trop de vraie culture de rock un peu rebelle. Bon, il y a eu quand même le retour du punk, le néo-punk comme on disait à l'époque. Après, il y a eu quand même, j'ai découvert pareil un peu sur le tard grâce à ma copine, mais il y a quand même je trouve que c'est quand même un super groupe, les White Stripes, quoi. C'est un peu le dernier groupe, je trouve, c'est pas du grunge, mais c'est quand même du bon rock bien produit. Alors, avec un... J'ai jamais été fan, moi. Moi, j'aime pas trop ce groupe-là. Non, je peux comprendre, mais je respecte Et puis le leader, la preuve, il a créé il presse bien des vinyles. Il presse des vinyles maintenant, donc respect. Et en plus, il fout la pression j'ai vu ça il y a pas longtemps. Au major. Ouais, voilà. C'est un des rares qui répond au major là-dessus, là, sur espèce de folie de presser n'importe comment, là, et de boucher les accès aux petits groupes, quoi. Donc vous êtes à fond sur le grunge, et donc c'est ça que vous avez voulu faire, ou alors c'était une porte d'entrée, et après vous aviez d'autres ambitions, je sais pas, parce que entre Krabs et Fatima, il y a quand même une évolution de ce que tu me dis. Bah, en fait, Krabs, le truc, c'est que, il y avait une grosse partie de Fatima dans Krabs, dans le sens où il y avait de la mélancolie. En fait, l'idée de base, je crois que c'était quand même de mélanger de la mélancolie et de l'énervement, enfin, des trucs vénères et tristes à la fois, quoi. Oui. Donc, on avait ça, sauf qu'on n'arrivait pas encore à jouer, le côté agressif était moins là, quoi. Parce que déjà, on jouait moins bien, parce qu'on n'avait même pas un fuzz sous le pied, ou une bonne disto, enfin, tu vois, on n'avait pas encore ce truc-là, et à force, quand on a reformé Fatima, l'idée c'était quand même d'assumer un peu plus ça, quoi. Le côté et entre-temps, je m'étais bouffé, tous les trois, on s'était bouffé tous les Orange Goblin, les Sleep et les Electric Wizard, et du coup voilà, il y avait ça, on voulait amener ça aussi. Vous êtes fait une bonne culture Stoner Doom, quoi. Stoner Doom, mais surtout, alors oui, voilà, c'est ça, surtout plutôt Doom, mais pourquoi pas Stoner aussi, en fait. Oui, c'est une mélange, oui, enfin je dis Stoner Doom, mais en gros, les gros accords, parce qu'en fait quand tu écoutes un peu même les Nirvana du début, ah oui, Bleach, c'est ça, quoi, en fait, hein. C'est ultra, enfin les riffs sont lourds, même l'accordage est. Ah oui, puis évidemment il y a les Melvins, j'en ai pas parlé parce que en fait c'est tellement imbibé en moi que. Mais les Melvins, c'est pareil, c'est un groupe que c'est peut-être un de mes groupes, c'est peut-être mon groupe préféré, en fait. Enfin, je les ai vus genre 6 fois en live. Puis ils s'interdisent rien, c'est ça que j'aime bien, en fait. Des fois ça marche, des fois ça marche moins. Des fois ils te font des pistes ultra chiantes tu vois, t'as juste une batterie qui tape de temps en temps sur un tome pendant 10 minutes, ça remplit la dernière pièce du CD, tu fais bon, c'est une blague, tu vois. Et toi, tu l'écoutes quand même, tu dis peut-être qu'ils vont mettre un truc quelque part, et des fois ils le mettent, des fois ils mettent rien d'autre, tu tapes ça, tu fais ok, bon, ils m'ont niqué. Bien joué les mecs, pas mal. Mais non, il y a eu les Melvins, et du coup, ouais, voilà, c'était l'idée de mêler des riffs plutôt doom, avec une ambiance mélodique à la fois new wave et le côté sale et la construction des morceaux du grunge, quoi. Je vois bien l'affiliation avec tout ce qui est un peu new wave, surtout au niveau de la basse. Ouais, complètement. Ouais. Là, Max, il a vraiment le son entre disto et chorus, c'est mortel en fait, ce que ça donne. Puis, il y a le son et puis il y a même les accords, la manière qu'il a de jouer les accords qui est très Joy Division sur certaines parties. Ouais. Je sais qu'il aime beaucoup Warpaint, je sais pas si tu connais, c'est un groupe non, des années 2010, je dirais peut-être un peu avant.
C'est 3 meufs. C'est peut-être Alors, pour ça que je crois qu'elles sont californiennes, je suis pas sûr. D'accord. Et c'est très très déprimant, enfin dépressif, je veux dire, comme musique. Donc c'est très new wave dans le fond, et elles ont des lignes de basse avec des effets de chorus et de reverb vachement bien travaillés, quoi, et des chants qui se mêlent. Enfin, ça marche bien. Il faudrait que j'écoute ça. Et ça, c'est un groupe assez récent, du coup. En fait, il y a aussi des influences, parce que moi, je suis tout seul à parler ce soir, mais moi, je suis un peu, comment dire, je tourne un peu avec les mêmes vieux pots de confiture, tu vois. C'est vrai que il y a de temps en temps, je découvre un nouveau truc qui me plaît, mais souvent, je reviens à mes obsessions, quoi. Dans tout, voilà. Que ce soit la musique, le cinéma. Toi qui aimes Sleep et les Melvins, est-ce que t'as écouté Shrine Builder? Ah non, tiens, je vais noter ça. Shrine Builder, non? Note, parce que franchement, le line-up est assez fou. D'ailleurs, ils ont fait qu'un seul album parce que il y a trop d'ego là-dedans. Ah ouais, c'est un super groupe. Déjà, tu prends Scott Kelly de Neurosis. Ouais. Donc guitare et chant. Tu rajoutes Al Cisneros de Sleep à la basse et au chant. Tu rajoutes Wino, gratte et chant. Et à la batterie, tu mets Del Crover des Melvins. Ah non, je sais pas, oui, ça doit être sympa, ouais. Ouais, ça peut pas durer longtemps. Ouais, mais il est hyper puissant et. Enfin, c'est marrant, c'est un peu un best-of de tous ces groupes-là. Tu retrouves la patte de chaque groupe, mais ça se mélange très bien. Mais ouais, mais c'est pas, j'écouterai ça. Mais il y avait pas mal il y a aussi un moment où j'écoutais beaucoup, alors je sais pas comment on dit, Celtic Frost. Celtic Frost. Enfin, ça dépend. Eux, ils disent Celtic Frost, mais. Avant, je disais Celtic Frost, et il y a un moment, tout le monde s'est mis à dire Celtic Frost, alors je sais plus. Ouais. Bref. Eux, ils disent Celtic Frost. Donc, ouais, et parce qu'en fait, je sais pas, les riffs pareils de ce groupe au départ, c'est. Oui. C'est un peu du grunge avant l'heure, dans le sens où il y a un mélange métal et c'est un peu. Des fois, t'as l'impression que ça va se péter la gueule, puis ça se rattrape et tout ça. Il y a des structures cassées. C'est bancal, c'est assez punk dans l'idée, mais ouais. Et aussi, je comprends pourquoi tu aimes, c'est parce qu'ils ont aussi un pied dans la culture goth aussi. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le groupe qu'il a fait derrière là récemment. Triptychon. Ouais. Ah ouais, c'est super Triptychon. T'aimes quelle période de Celtic Frost? J'aime, je crois que j'ai quasiment tout écouté. J'aime beaucoup je sais pas, attends, comment il s'appelle le premier avec la pochette rouge là, le dessin. Morbid Tales. Je crois que c'est un EP. Morbid Tales, ouais, voilà, celui-là. Ouais. Mais même jusqu'à, enfin, je m'étais arrêté, je crois, à celui qui était un peu glam, air metal là. Après, je l'ai écouté. C'est fun, tu vois. Je le déteste pas le disque. Mais c'est vrai que il est pas pourri, mais lui, il le renie, hein. D'ailleurs, il a pas été réédité. Ouais, mais en tout cas, ceux d'avant, il y a toujours à chaque album, des fois, j'aime pas tout l'album, il y a toujours des trucs qui. Oui, c'est sûr que il y a à boire et à manger, mais. Et aussi, celui des années 2000 était pas mal là. Ah, Monothéiste, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, c'est. Human God, Dying God et Human Flesh, un truc comme ça. Ouais, ça c'est génial. Et d'ailleurs, Triptychon, c'est la suite de ça. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est vrai qu'en fait, tu sens les autres ont dû se barrer, ils voulaient continuer, du coup, il a fait Triptychon, quoi. Si tu veux écouter un truc cool dans l'univers de Celtic Frost, c'est Tar Pond, je sais pas si tu connais. Non, pareil, je note. C'est en 2 mots, Tar Pond. Ouais. C'est le bassiste de Celtic Frost, avant qu'il ne décède, et le batteur de Coroner. Mmh. Et en fait, ils font c'est du doom, mais avec un chanteur un peu poète, un peu. Ça brasse large autour. Enfin, c'est pas du doom tout le temps, et c'est pas. Le chant n'est pas du tout typique. Les mecs de Celtic Frost, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que. Ouais. Ils ont toujours ouvert leur truc à des machins que t'attends pas. En fait, c'est marrant parce qu'ils ont des pochettes. Ils ont un univers visuel. Si tu regardes de loin, tu fais ça. Voilà, tu sens pas que ça va être un groupe quand tu vas foutre le CD. Où il va y avoir des chants féminins orchestraux dans un coin et puis des espèces de tambours dans l'autre morceau. Tu vois. C'était vachement expérimental en fait. Tu vas pas avoir des beats hip-hop. Non. Des samples et tu t'attends pas à tout ça. Tu t'attends à écouter un album de black metal. Bon, qu'ils ont beaucoup inspiré d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Black metal, ça vient. Pas vraiment finalement, mais. Ouais, mais c'est vraiment la genèse quoi. Surtout les 3 premiers, c'est des pierres angulaires du métal extrême.
Ouais, c'est vrai que ça c'est un truc qui revient régulièrement, une influence qui revient régulièrement, quoi. Et il y a aussi le fait qu'il ait un chant, moi j'aime bien son chant, quoi. Il a une voix que tu reconnais. C'est excellent, ouais, bien sûr. Les E. Ouais, voilà, c'est ça, il y a que lui qui les fait comme ça. Ah ouais, bah. Et je suppose qu'il a plus de cheveux sous le bonnet aussi, ça c'est un des trucs que je me pose comme question, tu vois, parce que maintenant il a un bonnet tout le temps avec des cheveux qui dépassent, et je me dis putain, depuis quand il a ce bonnet? Du coup, je stalk un peu les photos, ça fait depuis combien de temps qu'il a pas enlevé son bonnet, tu vois. Bah, il y a des, je crois qu'il y a 2-3 fois où on l'a chopé sans et il a une grosse calvitie. Ok, c'est pas grave. Je pense qu'il a du mal à il ne l'assume pas. Bah ouais, mais c'est pas grave parce que ça marche bien avec le bonnet. Et là, ça fait un moment d'ailleurs qu'ils ont pas trop d'actu, j'ai l'impression. Bah si, il y a des trucs qui se passent là. Je crois qu'il y a un live où il joue. Je sais pas si c'est un live de Triumph of Death, donc son tribute à son premier groupe là, Hellhammer. Ah oui, Hellhammer. Je sais pas si c'est un tribute à Hellhammer ou est-ce que c'est des vieux enregistrements. Enfin, c'est un live où il ne joue que Triptykon qui joue du Celtic Frost. Il y a un truc qui sort là. D'ailleurs, ça me rappelle que faut que je chope le live avec l'orchestre là où il joue le Requiem qu'il a composé à l'époque. Je savais pas qu'il avait fait ça en orchestre. Tu peux le trouver. Bon, il est sur les plateformes. Hein. Ok. C'est un travail monstrueux parce qu'en fait, il reprend. Il l'a commencé sur Into the Pandemonium. Ah voilà, c'est celui-là. Je me rappelle. En fait, il l'a écrit, mais il n'a pas tout enregistré sur les albums. Il y a une partie qui est sur Monothéiste. Et il y a une partie qu'il a composée exprès pour relier les deux. Du coup, c'est très très fort hein, avec l'orchestre. Parce que dans Into the Pandemonium, c'est le premier morceau qui est très orchestral dans mes souvenirs. Alors ça dépend des versions, parce que avec les rééditions, ils ont changé l'ordre des morceaux. Ça c'est un peu naze. Moi, je crois que j'ai mon CD. Je crois qu'il commence par Mexican Radio, la reprise. Ah ouais. Je crois qu'il commence comme ça, le mien. Je sais plus. Ça, ouais. Je jetterai un œil. Après, j'ai découvert plus tard que toi. En fait, tu dois avoir les CD d'époque. Non, j'ai des rééditions. J'ai pas des. C'est possible, ouais. Que je crois qu'il avait été un peu charcuté ce CD au niveau de la prod. Enfin, la manière dont ils ont distribué le CD en tout cas. De toute façon, c'est un groupe qui a été assez chaotique dans sa gestion, dans ses. Tu t'as qu'à voir Martin Eric Hain, le bassiste. Il s'est disputé plusieurs fois, il est parti plusieurs fois. D'ailleurs, il n'a pas enregistré To Megatherion alors qu'il avait composé la moitié. Ah oui, ça fait chier ça. C'est un autre gars qui l'a enregistré. Bref, c'est dommage parce que. Ça fait chier, ouais, effectivement. C'est presque l'album le plus culte, quoi. Donc il est revenu pour Into the Pandemonium et il est reparti pour Cold Lake, l'album de glam là. Ah, il va, c'est sûr. Ah, il est cool. Il est cool en soirée, non? Ouais, il est cool. Bah, il passe bien. En fait, d'ailleurs, on en parle souvent avec Olivier, le chanteur-guitariste de Conviction. Lui, il trouve que ça ressemble à. C'est pas si glam que ça au niveau des riffs. Ça fait presque du Kill 'Em All par moment. En fait, c'est plus tu sens que c'est plus l'image qu'il donne aux photos au groupe à ce moment-là. L'image et puis le chant, il a essayé de chanter de manière plus mélodique, mais ça lui convient pas trop quoi. Bah de toute façon, c'est pas des poster boys les mecs. Tu vois, non, c'est ça. C'est marrant du coup. Je vais changer un peu de sujet. Tu parlais des dinosaures et tout. Ouais. Est-ce que t'avais regardé cette série qui avait été créée? C'était la mode dans les années 80, c'était de créer des séries de dessins animés pour vendre des jouets. Ah bah ça m'a un peu matrixé la gueule. Hein. Je parle des Dino Riders. Ah mais attends, t'es sérieux? Tu connais c'est un de mes trucs préférés ouais. Ah ouais. Je pensais que j'étais le seul à me rappeler de ce truc. Et il y a un autre, et ça je suis quand même assez fan, c'est Cadillacs and Dinosaurs. Ça c'est génial. En plus je trouve que pour le Cadillac and Dinosaurs. Ah ouais, c'est super. Et même le graphisme, il était assez moderne, limite presque. C'est un comics en fait. Oui, magnifique et il est introuvable. Je cherche depuis des années. En noir et blanc, mais incroyable. Vraiment, les dessins sont incroyables. Il faut chercher en import peut-être. Mais je crois, ouais, mais maintenant, ouais. Mais avant, avec les frais de port, ça va revenir un jour, hein, je pense. Et ça s'appelle pas Cadillac and Dinosaur, l'original, ça s'appelle Xenozoic Tales, je crois, tu vois. Ouais, ça me dit quelque chose, effectivement. Mais en gros, c'est ça, quoi. Le mec, à un moment, il a eu un contrat, vu qu'il y a eu les Tortues Ninja, et que. Oui. Tu vois, tout le monde a essayé de faire son dessin animé et ses jouets à ce moment-là.
C'est ça. Bon, ça a commencé avant, hein. Ça a commencé avec He-Man et les Maîtres de l'Univers. Masque. Masque, les Transformers, Jace et les Conquérants de la Lumière. Ouais, tous ces trucs-là. Alors, Dino Riders, franchement, ça c'est une Madeleine de Proust, quoi. Vraiment, quoi. Tu sais tu parles de comics. Il y a un comics qui avait été fait par Marvel à l'époque. Ah oui. Et qui était beaucoup plus sombre que le dessin animé. Ouais. J'en ai lu quelques épisodes, c'était un peu plus violent. Je comprends pas pourquoi en ce moment à Hollywood déjà que c'est n'importe quoi. Ils te font des G.I. Joe mélangés avec Fast and Furious bientôt, je sais pas quoi là. Pourquoi? Enfin, faites-nous Dino Riders, quoi. Allez-y, quoi. Bah oui, c'est un concept tellement con, allez-y, quoi. Enfin, c'est des dinos avec des armures et des aliens qui ont des lasers et qui mettent des casques pour contrôler le cerveau des dinosaures. Ouais, c'est super ça. Donnez ça à Michael Bay, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Enfin, je comprends pas. Il s'est pas encore tombé sous le radar. À un moment, ils en parlaient, mais c'est une baloum parce que je pense qu'en fait la marque est pas assez. Enfin, elle n'existe pas dans la mémoire des gens. Du coup, faudrait tout faire à zéro. Tu vois, c'est plus difficile pour eux. Ils sont un peu feignants, quoi. Si tu dis Transformers, tout le monde connaît. Dino Rider, faut avoir connu à l'époque un peu, quoi. C'est clair, je pense que faudrait qu'il y ait déjà un petit revival dessin animé peut-être avant. Ah ouais, putain, ça manque aussi. Ouais. Ça, pareil, c'est une passion de collectionner les vieux dessins animés de l'époque en DVD quand je peux et de me les remater. On pourra peut-être faire des échanges alors. Ouais, bah est-ce que tu connaissais un autre truc assez obscur et ultra métal des années 90, ça s'appelait Skeleton Warriors? Alors, ça me dit vaguement quelque chose. Je suis pas hyper connaisseur du truc. Et en fait, c'est tout petit. C'est-à-dire que j'ai connu sur Terre, mais en gros, ils ont fait une gamme de jouets, c'est des squelettes et du métal. Ouais. Par contre, c'est des pochettes de Judas Priest, en fait. D'accord. Incroyable. Alors, ça, on en parlera oui, à je l'occasion. me suis un peu étalé. Non, mais on en parlera avec Brice, le chanteur de Corrosive Elements. Lui, c'est aussi un bon geek sur ce genre de choses. Donc, ça peut être bien rigolo quand on discute. Sinon, on va revenir un peu à Fatima, hein, mais... Donc vous avez, je reviens sur le moment où vous commenciez à vouloir vous enregistrer, donc vous rencontrez votre compagnon de studio. Vincent, ouais. Et à partir de là, donc c'est le premier Scud, c'est ça? En fait c'est ça, c'est-à-dire alors déjà on a commencé avec l'Ordre de Mugus, c'est ça, je me suis arrêté dans l'histoire. On a commencé à aller voir des bars pour jouer en se faisant passer pour une association. Parce qu'en fait quand on y allait tout seul, on nous disait on s'en fout de ta vie. Enfin, on a un groupe, on veut jouer, on repasse plus tard, quoi. Et là, on est venu, on a dit voilà, on a une asso qui s'appelle Reste en Chien. Et génial. Et en fait non, et ça a marché tout de suite. On a des plateaux tout près. Le mec il a ouvert l'agenda, quand, et hop, et on a commencé à jouer comme ça, en fait, uniquement pour notre gueule au début, les deux groupes. Et petit à petit, on faisait venir des groupes, des potes, et puis après, c'était devenu un peu plus gros. On a fait venir des groupes du Portugal, d'Angleterre. Ça a duré 1 an et demi. Je faisais des flyers. Enfin, c'était vraiment cool. C'était un truc do it yourself entre potes. Et en parallèle de ça, du coup, vu qu'on commençait à jouer, on est allé chez Vincent, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enregistré le premier album chez lui, donc à Drancy, dans son home studio, mais par session de 2 jours de week-end, en fait. Donc on faisait, sur un week-end, on faisait 2-3 morceaux max, souvent 2 morceaux, et on a fait ça étalé sur peut-être 1 an, parce qu'en fait, Vincent, pareil, il bosse à côté, il était un son pro, quoi. Donc on pouvait pas tout le temps avoir un créneau avec lui, mais on l'a étalé ça, et au final, ça a donné Moneur, quoi, le premier album, quoi. Et sa fameuse pochette, je pense qu'on va parler quand même de vos pochettes, hein, c'est obligé. Oui, tu vois, ça rejoint un peu les figurines et tout ça, hein. Enfin, c'est exactement ça. Les pochettes, du coup, c'est ça, en fait, c'est que c'était déjà dans Crabs, c'était un peu les balbutiements, parce qu'on avait fait une pochette pareil où j'avais sculpté des petits bonhommes dans un décor. À l'époque, c'était en peau de Babybel. C'était pas cher et c'était malléable, c'était pas mal. Donc tu fais toi-même tes figurines? Ouais, en fait, je les sculpte. Et certaines fois, j'y sais les peins. Les derniers, je les ai sculptés et peints intégralement. Et après, il y a des décors aussi. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que par contre, au niveau du photoshooting, on se regroupe tous les 3, on prend une journée et on essaye de faire au mieux pour éclairer, en gros, le mini décor où il y a la figurine intégrée. Maxime est un super photographe, vraiment, il fait des super photos. Enfin, il est vraiment très doué là-dessus. Et du coup, Maxime prend la photo. Et ça doit être assez marrant à voir parce qu'en fait, comme on fait des photoshooting,
je sais pas, il y a JC en équilibre instable avec le bras à moitié retourné qui tient un filtre de couleur au-dessus de la lampe. Moi, je tiens une. Non, mais moi, je vous donne une idée. Je vous donne une idée comme ça pour le prochain. Il faut faire une vidéo making-of de la pochette. C'est obligatoire. Bah ouais. Hein. Il faudrait une personne en plus qui nous filme dans la pièce. Mais on aurait l'air bien con, ça va être plutôt marrant à voir en plus. Franchement. On est à genoux par terre, on n'a plus de jambes là. C'est génial. Et du coup, voilà, à la fin, on est tous les trois et ça donne. Ensuite, Maxime il fait, je sais pas, peut-être 200, 300 photos. Mm-hmm. Et on se les regarde, on en sélectionne une à la fin pour le devant et souvent on en garde plusieurs autres pour l'intérieur du feuillet et tout ça quoi. D'accord. Et en fait c'est parti sur le premier album parce que c'était un test en fait le bonhomme du premier album, j'avais jamais essayé encore de faire une figurine donc tu sens qu'à chaque fois ça s'améliore un peu, enfin j'espère. En tout cas le dino c'est sûr qu'il s'est amélioré par rapport à celui d'avant. Oh oui. Donc c'est une sculpture aussi le dino de fossile. Et ça c'était pendant le confinement donc j'avais vraiment beaucoup de temps. Ouais, j'ai eu le temps de le faire comme il faut et de regarder des vidéos YouTube d'Américains là, ultra doués là, qui font ça. Et Turkish Delight. Turkish Delight, alors Turkish Delight en fait c'est une figurine, c'est un torse de Ken, enfin c'est pas un Ken mais c'est un truc équivalent, tu vois, format Barbie quoi. Ouais. Sur lequel, alors c'est ma soeur qui m'a aidé, j'ai acheté des tissus asiatiques sur internet, ultra flashy, là, bleu, c'est une espèce de napperon asiatique en fait. Elle m'a aidé à le coudre pour faire une toge par-dessus cette figurine et moi j'ai sculpté la tête en fait. Ok. Que j'ai mis à la place de la tête, une tête à la con de bonhomme en plastique. Et du coup on l'a placé, donc lui il fait à peu près, je sais pas, 20 cm de haut et on l'a placé dans un décor, sauf que ça se voit pas parce qu'au final en fait on l'a pris en contre-plongée et on a surtout fait de la fumée avec une machine à vapeur et de la lumière et ça donne un effet comme ça de volute, un peu de sorcier. Ah non mais là ça serait bien que tu fasses un de ces quatre, une photo de famille aussi de vos figurines. Ah ouais, c'est vrai que ça serait cool ça. C'est pas bête. Ouais. tu les mets côte à côte comme ça les fans vont voir un petit peu l'envers du décor, comment elles sont en réalité les unes par rapport aux autres, les différences de proportions et tout. C'est une bonne idée, ouais. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire, la prochaine fois on va essayer de faire des photos de making of. Ouais, carrément. Et je pense que ça c'est très intéressant pour tous ceux qui vous suivent, qui se posent beaucoup de questions. Hein. Bah écoute, en gros ouais, c'est vraiment, ça part d'un squelette en fil de fer tout le temps. Assez épais, un peu comme un cintre, un peu moins épais, mais tu vois l'épaisseur un peu comme ça. Ouais. Je fais une armature et ensuite c'est de la pâte, ça s'appelle de la pâte sculpée, super sculpée. C'est de la pâte à modeler qui cuit au four. En fait, en 15-20 minutes à 130 degrés, donc c'est pas très chaud quoi. Mm-hmm. Et il faut d'abord la mettre dessus, tu fais tous les détails avec des instruments de sculpteur, là, des petites aiguilles, des petits machins en silicone. Oui. Une fois que t'es content de ton truc, tu le fous au four et c'est scellé. Et là, tu peux le peindre comme tu veux, en fait, comme une figurine Warhammer, en fait, avec une sous-couche. Et tu rajoutes de la peinture dessus, mais en format plus grand, quoi. Mais c'est JC qui m'a appris à peindre. Et quand je vois la pochette de Fossile, des fois, de loin, tu peux penser que c'est une illustration tellement que les couleurs sont. Mais ça, je pense que c'est l'effet de la loupe. Alors, on a découvert ça, l'astuce, c'est qu'on a une loupe. Je crois que c'est un presse-papier que j'ai retrouvé chez mes parents. Mm-hmm. En fait, en gros, c'est un gros truc en verre qui fait effet loupe, quoi, un peu bondé. D'accord. Selon si tu le places dans un sens ou dans l'autre devant l'objectif, et quand tu le bouges, ça écarte les bords cadres en fait. Enfin, ça étire l'image sur le cadre, sur les coins. Et du coup, ça donne cet effet un peu, ça donne un effet flou sur. Effectivement, t'as l'impression que ça peut être un dessin ou une peinture parce que tu vois plus c'est moins frontal en fait que juste la photo sans. Oui, ça c'est moins diffus. Les arêtes sont moins. C'est un peu un cache-misère de luxe, on a trouvé. Les arêtes sont moins. Tu l'enlèves, ça fait, tu vois que c'est une figurine sans. Bah, il y a peut-être un truc à développer. On en discutera en off. On va pas divulguer tous les secrets, mais il y a peut-être un truc à faire avec une personne à laquelle je pense actuellement. On en rediscutera après. Ok. Ça peut être intéressant. Donc, Moner sort. J'imagine que vous faites des concerts dans la foulée. Déjà, comment vous le sortez à la base ? Bah, alors on a essayé de contacter à droite à gauche les labels, des trucs. Bon, comme tout le monde, c'est compliqué. Et du coup, on le sort. On l'a fait. On l'a pressé à nos frais, je crois, je sais plus combien, peut-être 100, 200, 100 exemplaires, je pense. Mm-hmm. En fait, c'est de la duplication, c'est-à-dire que. Oui. Je crois que j'avais commandé juste l'emballage, quoi, globalement, le boîtier. Oui.
Et non, mais non, même les CD, ouais, c'est juste que c'était pas un pressage, c'était une duplication, quoi. C'était moins cher. Ouais. Et voilà, enfin, c'était quand même plutôt propre le truc, même si c'est ressorti un peu sombre la pochette sur la première édition. Et on avait ça au concert, mais ça, voilà, c'était vraiment sous le manteau pour les gens qui venaient de temps en temps nous voir et qui aimaient bien l'album, quoi. Mais à ce moment-là, je sais même plus. Si on a eu deux trois chroniques, parce qu'on avait pareil envoyé des mails un peu à droite à gauche. Il y en a une que j'ai eue un peu par miracle. Là, j'avais contacté un Américain. Il s'appelle, je sais plus, Angry Metal Nerd ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. D'accord. Et en gros, le mec, il avait une fiche à remplir pour envoyer des morceaux ultra maniaques. Il fallait mettre en FLAC, tel échantillonnage, enfin tout un truc à suivre. Et j'avais le temps de le faire, donc je l'ai fait comme un con. En fait, ça m'énervait de le faire. Je me disais, lui, il abuse ce mec, tu vois. Donc, je vais jouer au con, je vais faire ce qu'il veut. J'ai fait ça et finalement il m'a dit c'est rare les gens qui suivent toutes les règles et tout. Et il a fait la chronique, mais il a pas aimé l'album, tu vois, mais il a quand même fait la chronique. D'accord. Et vu que c'était plutôt enfin il a trouvé que c'était pas ouf quoi machin, il a mis 6 ou je sais plus quoi sur 10. Mais du coup bah ça quand même c'est quand même une belle chronique dans le sens où elle est bien vue et tout. C'est un gros blog américain, je connaissais pas vraiment avant en fait, mais Donc ça vous a apporté de la visibilité? bah peut-être un peu, mais et puis il y a eu aussi pas mal de trucs en France et en Belgique sur des blogs. Je crois qu'il y avait Exit Music. Alors, je me rappelle plus les autres noms. Faudrait que je la retrouve là, mais enfin, au moins 3-4 comme ça sur des blogs français qui étaient très très bonnes pour le coup. Mais non, mais ce qui nous a rendu visible, c'est surtout quand on vous a rencontré toi et Jérôme de Music Boy. C'est ça qui nous a rendu visible. En plus c'était juste pour vous faire jouer à un concert à la base. Bah ouais, c'est trop bien. En fait, toutes les belles choses qui nous sont arrivées avec le groupe, ça s'est toujours passé de manière ultra naturelle comme ça en fait. Oui, bah de toute façon c'est parce que vous avez le talent, mais vous avez aussi l'attitude. Vous êtes des gens corrects qui avaient des valeurs. Enfin vous, c'est ça, vous aussi, c'est ça en fait le truc. Oui, mais ça marche comme ça, mais c'est pas toujours très compatible. Il y a des fois où les aventures ne se passent pas aussi bien, mais c'est pas forcément parce que les gens ne sont pas de bonne volonté ou quoi. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes objectifs ou les mêmes visions des choses. Et bah, c'est comme un couple, ça finit par pas marcher. Et puis voilà. C'est sûr. Heureusement, nous, au niveau de l'équipe de Musico High, on est très content de bosser avec vous. Et c'est l'équipe. En C'est plus, vraiment, franchement, on marche ça s'est fait sur en team, quoi. presque un hasard. Je me rappelle, on s'était appelé. Oui, bah, j'avais besoin de rajouter un groupe sur une affiche et c'est Béatrice qui m'a parlé de vous. Béa, merci à Béa d'ailleurs. Donc ouais, c'était. Et ça c'était pour Turkish du coup. Je contextualise un peu. C'était l'album d'après et on cherchait à ce moment-là. On envoyait plein de mails, on démarchait, ça donnait à rien. Et en fait, ce concert-là avec vous, bah ça a tout débloqué derrière. En fait, quand vous avez fini votre set, Jérôme est venu me voir et il me dit qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis bah c'est bien. Non mais il me dit mais qu'est-ce que t'en penses en réalité pour bosser avec eux? Je vois bien, je vois son visage quand il dit ça, je visualise. et j'ai dit bah oui pourquoi pas, mais je lui dis est-ce qu'ils ont un album de prêt et tout? Il me dit non mais ils ont un album d'enregistré mais ils ont pas comment le sortir. Et il me dit moi je suis conquis, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis bah allons-y. Il me dit attends, on va quand même écouter le CD parce que c'est vraiment rien à voir avec le live. Là, on est dans le feu de l'action, le live, l'émotion et tout. Et puis, peut-être que sur CD, ça va pas convenir ou qu'il faudra refaire quelque chose ou quoi. Et en fait, même pas. Hein, ça a matché direct. Je te laisse finir hein, parce que je vais pas raconter l'histoire à ta place. Non, c'est vrai, ça a matché direct. Et du coup, bah, à ce moment-là, en plus, alors, ce qui s'est passé, c'est que vous nous avez du coup pressé l'album en CD. Oui. Et en fait, on voulait le sortir. Donc, alors, je crois que c'était au mois de mars, je dis pas de conneries, mais je dis souvent de conneries. Et c'était, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid entre temps. Et donc, tout le monde chez soi, et plus d'actu, plus de concerts, donc on peut pas faire de release party. Et à ce moment-là, comme pour plein de groupes, se poser la question, est-ce qu'on maintient la sortie ou pas? Et en fait, on a choisi de la maintenir, parce que de toute manière, on s'est dit, si on la maintient pas, on sait pas quand on va ressortir de ce bordel. Oui. Et il va falloir attendre des plombes, et ça se trouve, on pourra pas faire, enfin, tu vois. Donc là, on l'a sorti, et par un heureux miracle, ça a quand même eu un peu de presse et tout, et
voilà quoi. Et en fait, et peut-être parce que justement tout le monde, les gros groupes ont retiré leur sortie à ce moment-là. Oui. Bah, il y avait plus grand monde qui sortait des disques et du coup ça a fait un peu un appel d'air qui nous a profité quoi. Vous avez vu la porte ouverte, voilà. vous êtes engouffré. Donc il y a eu ça et puis après il y a eu aussi les chroniques de New Noise magazine qui ont vachement aidé aussi sur Turkish Delight quoi. Et voilà donc, mais tout ça c'est arrivé grâce à vous quoi. Bah non, on a juste aidé dans la mesure où on pouvait. On avait même réussi à sortir une édition limitée de repressage du premier album au Honor. Avec un dinosaure, tiens. Avec un dinosaure. Promis, il n'y en aura pas sur le prochain, là, ça va changer un peu. Là. C'est bon, tout le monde en a marre. Là, c'est bon, et donc au moment où vous sortez de Turkish Delight, j'imagine que vous étiez déjà en train de travailler sur la suite. Oui, ouais, c'est ça. Alors Turkish Delight, je le dis vite fait, mais en fait, alors cette fois-ci, c'était toujours avec Vincent, parce que ça s'est bien passé. Mais on l'a pas fait chez lui, on l'a fait en one shot sur 5 jours, je crois, ou 4 jours. C'était à Tournant-en-Brie, là où il y avait la ferme électrique l'été. Ouais. Festoche, la ferme électrique, pour ceux qui connaissent. Et en fait, Vincent a installé son studio là-bas pendant 5 jours, donc on a fait en un bloc. C'est pour ça que ça sonne plus homogène que le premier sur les variances entre les. Tu vois, enfin le premier, vu qu'on faisait une fois par mois, bah d'un morceau à l'autre, t'entends qu'il n'y a pas exactement la même acoustique, tout ça quoi. Voilà. Et donc Turkish Delight, voilà, on l'a fait avec Vincent, et donc on avait déjà composé en fait au moins un morceau pour le prochain. En fait, on a composé un morceau qu'on voulait appeler Turkish Delight, vraiment beaucoup. Ouais. Le problème, c'est qu'on tenait, mais pas encore parfaitement. Il était là, mais voilà, on le tenait pas aussi bien que les autres. On voulait le mettre sur l'album, mais finalement, on n'a pas eu le temps parce que pareil, le studio, ça coûtait un peu d'argent et qu'on avait un temps limité, donc on a fait ce qu'on a pu faire bien, mais on n'a pas pu faire ça. Parce qu'en plus, excuse-moi, je te coupe vite fait, mais en plus, vous enregistrez tous les trois en live la majeure partie des pistes, quoi. Bah en fait, ouais, à chaque fois, le squelette de chaque morceau, la base, c'est en live tous les trois, sur laquelle ensuite on greffe seconde guitare, seconde basse avec les effets, des percus pour JC, plein de trucs, et on met des couches après, mais la base c'est toujours en live, ouais. On essaie de garder ça. C'est aussi plus sympa à faire. Ça se fait de moins en moins, mais ça a son charme, et puis c'est un peu la façon originelle d'enregistrer les groupes de rock. Hein. Il y a ça, il y a aussi le côté où on préserve un petit peu dans le mix finalement ce que les gens peuvent voir en live aussi, quoi. Même si évidemment c'est pas pareil puisque c'est pas le but non plus, mais il y a quand même un peu de ça où quand t'arrives en live, c'est quand même le même groupe, quoi. Je suis pas en train d'écouter un truc qui a rien à voir. Il y en a qui trouvent que ça fait. Des fois, c'est un peu compliqué pour des personnes qui sont trop habituées aux productions modernes. Ils trouvent ça trop garage après. Mais... Ouais, mais bon, vu que nous on est vraiment garage de base. C'est pas l'optique, c'est pas de faire du métal extrême quoi, ou moderne. Disons que je pense que les gens qui aiment bien un peu les albums, sur Turkish, il était quand même, moi je l'adore, hein, mais quand t'écoutes Turkish par rapport au dernier Fossil, la prod elle est vachement plus sale. Ouais, les roots, la prod sur Turkish. Et donc, du coup, je pense que si t'aimes Turkish, il y a des chances que tu sois pas trop déçu quand tu le vois en live, en fait. Oui. Et peut-être même tu préfères le live parce que ça se trouve il y aura plus de, je sais pas, il y aura plus de dynamique, j'en sais rien. Donc il y a ça, et on essaye aussi de garder sur les masters quand Fred fait nos masters, on essaie quand même de lui dire de pas trop compresser en fait. Oui, garder une dynamique. Vous laissez de la dynamique, ouais. Comme avant, quoi. Si tu veux écouter plus fort, tu mets plus fort. C'est pas normal. Parce que ça, t'as plus d'informations que sinon tu perds un peu de détails, c'est dommage, quoi. Surtout quand tu connais les mix par cœur et que tu fais putain, tous ces détails, je les entends plus quand c'est masterisé, compressé, c'est dommage, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Ah ouais, je parlais de Turkish. Donc Turkish Delight, le morceau qu'on voulait appeler Turkish Delight, on n'a pas pu mettre sur l'album Turkish Delight, mais vu qu'on aimait bien le titre, on a quand même mis ce nom-là sur l'album Turkish Delight. Du coup, pour Fossil, c'est ce morceau qu'on a renommé Turk's Fruits, et qui s'appelait Turkish Delight à la base. Voilà. Et en fait, on l'avait déjà composé au moment donc de
vraiment Turkish. Donc en fait, on avait celui-là, on avait peut-être, je crois que c'était un des seuls transfuges vraiment. Parce qu'en fait, entre vos albums, il y a un fil conducteur. Le style est relativement le même. Ça évolue bien sûr. Il y a des différences, mais oui, non, c'est vrai que c'est assez similaire. Et est-ce que de mettre des petites variantes, mais... Est-ce que vous avez l'intention de changer un peu ça? En fait, il y a dans le prochain, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'il y a globalement c'est des morceaux où tu sens que c'est Fatima quoi. Ouais. Tu vas te dire ça j'ai quand même déjà entendu là et ça aussi, mais des fois on essaie de pousser les potards plus loin par exemple, sur le prochain album, il va y avoir un morceau qui je trouve sonne vachement plus new wave, vachement plus Killing Joke quoi, voire Cure. Et ça on l'avait pas poussé à ce point-là dans les albums d'avant quoi. J'ai hâte. Et pareil, il y a un morceau qu'on fait depuis d'ailleurs, un morceau qui date de Krabs, qu'on a ressorti du placard, qu'on a toujours aimé, et là on a réussi à le placer, et il a une progression différente avec une mélodie très asiatique, et tout ça c'est le genre de truc qu'on voulait placer. Donc en fait, mais c'est un peu comme Motorhead quoi. C'est globalement le son va pas, pour l'instant il va pas complètement se transformer, mais on essaie de rajouter des choses. Les mélodies orientales, cet univers-là, ça vous vient d'où? Alors ça vient de... En fait, je sais que le truc qui m'a toujours fait chier quand j'apprenais la guitare, et les gens qui faisaient de la guitare autour de moi, les flambeurs un peu du lycée, là, ils faisaient toujours des gammes de blues. Oui. Et ils me parlaient tout le temps de Clapton et tout, et ça me faisait vraiment, vraiment chier comme musique. Enfin, je me faisais vraiment chier en écoutant ça, ils me prêtaient leurs trucs, leurs CD, je disais, ok, donc en fait, vu que j'ai un peu une tête de con, je me suis dit jamais de ma vie je vais apprendre l'organe, tu vois, ça me saoule quoi, j'ai pas envie. Et ils me disaient, tu sais pas faire les pentatoniques? Je disais, bah non, je sais pas les faire, non. Et donc du coup, en fait, des trucs qui sonnent un peu oriental, comme ça, que je fais sur les deux cordes du milieu, là, la corde de sol et celle du dessous. Souvent, en fait, tu mets un doigt et tu mets l'autre doigt à côté, et t'as déjà en fait, c'est pas la gamme pentatonique, c'est encore plus simple à faire. Et en même temps, ça me plaît tellement plus ce genre de mélodie que je trouve donc ouais, c'est oriental, et d'un côté tu peux faire un truc un peu mystérieux, sorcier quoi, je sais pas, enfin pour moi ça m'ouvre dans le champ de ces conals quoi, tu vois, ça m'ouvre le champ des possibles, et ouais, tous les trois on aime beaucoup ça, et du coup ça, je sais pas, c'est un truc dans lequel tu peux expérimenter sans que ce soit sans qu'on ait vraiment, c'est pas vraiment de la musique. Vous avez été chercher de l'inspiration ailleurs par rapport aux autres groupes autour. Prochain, oui, il y a aussi pas mal de trucs indiens. À nos oreilles, ça sonne plus indien que sur celui d'avant. Mais vous faites pas une recherche exprès pour apprendre des gammes En fait, je les cherche. En fait, là, par exemple, sur le prochain, il y a un morceau de Type O Negative que j'ai beaucoup aimé. Oui. Que j'ai un peu écouté Type O Negative cette année. Ah, tu parles des Prophets of Doom, c'est ça? Non, c'était... Putain, comment ça s'appelle? Alors, le morceau, je sais plus comment il s'appelle. Je vais le retrouver. En gros, c'est un morceau qui ressemble à un morceau des Beatles. Le morceau de George Harrison, là où il y a de la sitar. D'accord. Tu sens qu'il a beaucoup écouté. C'est des gros fans des Beatles, les Type O Negative. Ça s'entend. Et du coup, alors attends, je vais essayer de trouver ça en parlant. Et donc j'ai entendu ça. Il y a une mélodie de sitar qui revient en boucle. Je me suis dit bon, ça fait des années qu'on tourne autour de ça. Il faut essayer de trouver un truc vraiment qui sonne comme ça, sans que ça soit exactement un plagiat du morceau de Type O Negative. Et donc on a essayé ça. Et vu que Maxime il a une pédale sitar en fait, électro-harmonique, qui te fait une simulation de drone de sitar en fait. D'accord. Ça pareil, c'est un truc essentiel en fait depuis qu'on l'a mis donc sur Turkish Delight l'album. Oui. Ça a changé notre son quoi, c'est vraiment trop bien. Il le gère vachement bien, et ça fait ça rajoute un effet en fait en plus sur le reste quoi. Et donc du coup voilà, donc on essaie de pousser les potards là-dessus sur le prochain aussi quoi, tout ce qui est indien. Ouais, vous rajoutez des textures quoi. Voilà. Alors attends, je vais trouver ça. Ça va être je crois que c'est Less Than Zero, mais je suis même pas sûr. D'accord. Bref. C'est sur le dernier Dead Again, c'est ça? Je crois que c'est Life is Killing Me. Ah, ok. Donc c'est un album de avant. Celui d'avant, l'avant-dernier, ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'album d'avant. Ok. Voilà, il me semble que c'est ça, si je dis pas de conneries. Ok. Donc la suite après Turkish Delight, reprise des concerts et tout, et on en arrive à la sortie de votre troisième album, donc Fossile.
Alors comment ça s'est passé Alors Fossil c'est le premier album qu'on a toujours avec Vincent, mais cette fois-ci Vincent nous a trouvé un plan studio en fait près de Caen qui s'appelle le Swan Sound Studio, qui est un studio ouvert par Guillaume Dousseau. Et en fait on allait là-bas donc pour enregistrer, mais là c'est un vrai putain de studio quoi. Quand t'arrives là-bas t'arrives à Disneyland quoi. C'est un super studio, en tout cas je le recommande au groupe quoi. Et donc c'est un studio du coup tu vois chaque pièce est séparée pour enregistrer, t'as la batterie, enfin les sons ne viennent pas obstruer sur les prises des autres instruments quoi. Oui, t'as pas de repisse. Ouais. Voilà, et en plus on peut quand même jouer dans la même pièce en se regardant, mais de toute manière le son sera séparé et c'est clean, donc ça a donné quand même un album vachement mieux enregistré forcément que celui d'avant. Oui. Et sur lequel aussi on a eu un peu, alors on n'a pas eu beaucoup plus de temps, mais on était arrivé peut-être un peu plus près parce qu'on a eu plus de temps pour le bosser en amont. Et on a expérimenté plus avec des instruments qu'on a ramenés. Donc il y avait un saz de Maxime. J'avais ramené un oud qu'on m'avait offert, et plus quelques petites flûtes qu'on a mis par-ci par-là. Et du coup ça a donné quand même un peu une couleur, surtout sur le morceau de Turkish Delight justement, où tu peux entendre pas mal le saz quoi, qui reprend les mélodies de guitare mais qui rajoute un truc brillant derrière. Et donc en fait on s'est un peu éclaté là-dessus, et ce qui s'est passé derrière c'est qu'on a contacté mon Fred de Sum. Alors Sum c'est les potes qui font du doom à la basse. Enfin il y a de la basse, du chant et de la batterie, c'est tout. Ils sont partis au Canada et c'était les anciens de l'Ordre du Mungus. Donc voilà, c'est la famille quoi. Et en fait Fred, le batteur de Sum, est un ingé son et il nous a proposé de mixer l'album en fait. On lui a envoyé les pistes pendant qu'il était au Canada, et autour de Noël 2021, si je dis pas de conneries, c'est ça. Il a mixé en fait pour les fêtes de Noël et on a reçu les trucs. C'était incroyable. Enfin, je sais pas, ce qu'il mixe comme une brute. Et vu que les prises étaient quand même meilleures que sur l'album d'avant, on s'est rendu compte que là le studio pour le coup c'était vraiment une plus-value sur notre son quoi. Donc voilà, donc en gros le studio a changé le son, on était très content du résultat. Bon, même si toujours à chaque fois que tu sors un album, tu l'écoutes tellement qu'à un moment tu peux plus l'entendre, hein, mais ça, c'est normal. Puis tu y reviens après. Et du coup la sortie, cette fois-ci vous nous avez vachement aidé parce qu'on a sorti en vinyle quoi. Et on a eu cette chance quoi. Et pareil, enfin ça c'était à élaborer, c'était super fun quoi, de faire une pochette vinyle. Ça permettait de mettre des images beaucoup plus grandes un peu partout quoi. Et en fait, on s'est basé sur les bons résultats qu'on avait eu avec avec Turkish, avec la réédition de Mohoner et tout. On s'est dit que on allait accepter le pari d'essayer de faire un vinyle, et on est content parce que pour le coup ça a bien marché. Ouais, ça marche bien, il en reste quelques-uns, on l'a même repressé tellement le premier pressage était parti. Oui, c'est très cool. Ça prouve que c'est vraiment le public c'est le support qui vous va bien. Oui, il faut croire. Puis j'ai l'impression que maintenant, la plupart on en vend sur internet et tout, mais la plupart quand même le gros pour les groupes, j'ai l'impression, je pense que t'es d'accord, ça se vend sur les tables de merch quoi. Oui, bien sûr. Et effectivement les CD ça se vend moins. Enfin, ça dépend des prix parce que si t'as des écarts de prix astronomiques, c'est pas notre cas, on essaie de faire gaffe à ça, mais et que, par exemple je sais pas, je dis une connerie, t'as un vinyle à 40 balles, tu vois, et un CD à 10 balles, bon. Moi en tant que public je vais prendre je vais prendre le CD quoi. Mais si t'as un vinyle à 20 balles et un CD à 8-10 balles, là tu te poses la question. Ça peut être tentant de prendre le vinyle quoi. Oui. Et vous l'avez fait masteriser ailleurs du coup? Ouais, on l'a fait masteriser du coup. On l'a fait masteriser par Mathieu Berthet. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux masters. Il y a eu un master de Fred pour la version CD, donc qui avait fait le mix. Et ensuite, vu qu'on l'a pressé en vinyle, on l'a refait masteriser pour le vinyle, parce que c'est un truc un peu spécifique, par Mathieu Berthet. Je me rappelle plus du nom de son studio, mais il est en gros à Tréquilly-en-Cour. Il bosse avec la manufacture de vinyle par qui on est passé pour les presser. Ils nous ont donné le contact, ça s'est bien passé. Il a fait un super taf. Encore moins compressé du coup et encore plus aéré, plus net. Enfin, je sais pas, c'est super. Très très cool. On est très content du résultat. Génial. Et voilà quoi, les Turkish, Fossil. Fossil est sorti et là cette fois-ci, vu que nous on est tous sortis du marasme du Covid, on a commencé à pouvoir faire des dates. Et on s'est quand même bien éclaté cette dernière année à faire plein de dates à droite à gauche. Sur Paris et aussi à l'extérieur. Là, on a fait une date à Lyon il y a pas longtemps. Oui.
Et on a fait quelques dates sur Paris. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Non, on a fait des dates à Clermont aussi, Clermont-Ferrand, en vrai boulevard plusieurs fois. Donc maintenant, ce qui vous manque, c'est d'aller jouer un peu plus à l'étranger, et puis voilà, oui. Des gros fests maintenant. C'est le plus dur à mettre en place encore, mais ça, voilà, petit à petit, on commence à avoir des beaux trucs. Donc. Alors, en parlant de ça, quels sont les projets futurs pour Fatima? Alors déjà on a sorti un split il y a quelques mois avec Legan, là, 2 morceaux chacun, qui sont un peu une preview en quelque sorte une preview du futur album, même si en fait, bon, pas vraiment, mais en gros c'est 2 nouveaux morceaux quoi, dont un qui a une sonorité un peu nouvelle. Et là du coup ce qu'on prépare, c'est le prochain album quoi. Depuis un moment là, depuis la fin de l'enregistrement de Fossil, de toute manière. Oui. Et donc là on est plutôt prêt, et on va s'enregistrer dans 2 semaines, toujours au Swanson Studio près de Caen. D'accord. On va commencer à s'enregistrer, on va parler le gros du boulot de fait, et on va continuer, je pense, sur les mois qui viennent pour fignoler le chant, tout ça. Et puis voilà, et on essaye on verra, mais on essaye de finir ça au plus vite, on va dire. On vise une sortie en 2024. Très bien. C'est large. Mais on me souffle dans l'oreille qu'il y aura quand même quelque chose entre-temps. Ah mais oui, bien sûr. Mais oui. Entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'on va... Alors voilà, on avait fait un live au Mency Metal Fest. On a fait 3 lives au Mency Metal Fest. Oui. Grâce à Jérôme et grâce à toi, Music Oreille. Donc à Mency, c'est une ville de l'Essonne où il y a un festival de métal tous les septembre, en fait. Tous les ans au mois de septembre. Exact. Et du coup, en fait, on a été capté en live sur la console, quoi, et le résultat était assez cool. Alors, du coup, on l'a mixé, et on va avoir une sortie vinyle au mois de septembre. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Comme anniversaire de votre prestation. J'ai bu trop de Superboc là, excuse-moi. Et en parlant de Superboc, moi je vais te poser une question par rapport au nom du groupe. Pourquoi vous avez choisi Fatima? Bon, on voit qu'il y a un rapport avec le Portugal, mais de ce que je sache, vous n'êtes pas de ce que tu sais, on est ouais. De ce que je sais, vous n'êtes pas des Portugais. On va avoir des problèmes, Rachid. Je pense. C'est vraiment parce qu'au début, on se posait pas trop la question de tout ça, mais ouais. Non, mais en fait, Fatima, parce que la ville de Fatima, c'est un truc à voir quand même. Que tu sois croyant ou pas. Bien sûr. Oui, bien sûr. Impressionnant comme ville. C'est comme Lourdes, mais version parc d'attractions un peu. Enfin. Lusitanienne. Bah ouais, alors, pourtant c'est portugais, mais oui, c'est tout à fait. Et du coup, donc c'est impressionnant. Il y a des brasiers où tu peux mettre entièrement des fagots de cierge. T'allumes même pas le cierge à la mèche, tu vois. Tu achètes des fagots de cierge entiers que tu jettes intégralement dedans. Et il y a aussi des trucs assez glauques, mais tu peux comprendre, cette croyance. C'est-à-dire que si par exemple, admettons, t'as un cancer, ou je sais pas, tu peux acheter en cire une figurine de ton organe malade, tu vois, un poumon, un foie. T'achètes ça, rubis sur l'ongle, évidemment, et tu le jettes dans la fournaise, quoi, tu vois, en rayant. Du coup, ce qui fait que quand t'arrives dans Fatima, là, ton petit touriste, déjà, il y a des boutiques partout avec des figurines de vierges, c'est assez fascinant. Et ça sent la cire fondue, mais à des kilomètres à la ronde, en fait. Et tu te rapproches, tu fais d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois les brasiers avec de la cire qui coule partout et des grands-mères, tu sais, qui marchent à genoux au milieu de la place. Et tu te dis, mais les pauvres, enfin, c'est impressionnant, quoi. Voilà. Tu vois la force de la foi. Il y a ça, et surtout l'organisation, parce qu'il y a aussi des messes toutes les heures en sous-sol et tout. Enfin, ils ont fait genre des chapelles en sous-sol, sous la place, tu vois. Enfin, c'est assez dingue, quoi. Donc ça nous a intéressé. Il y a un côté un peu provoque aussi, un peu ringard, parce que bon, taper sur les cathos, tu vois, c'est un peu, dans le métal, c'est pas nouveau, on va dire. Mais on tape pas vraiment dessus. C'est plus que, en fait, il y a un côté fascination pour l'iconographie des idoles, quoi, en fait. Moi, ça me fascine. En fait, les croyances, en gros, ça me fascine, quoi. Et ce que les humains font de leurs croyances, et comment ils idolâtrent les choses et comment ça se matérialise physiquement par des icônes. Tu vois, je trouve ça assez intéressant. Et donc, on utilise cette Vierge Marie aussi sur les premières pochettes, principalement parce que c'est aussi un visuel tout fait, quoi. Surtout sur les premières démos qu'on sortait, tout ça. Ça fait un logo qu'on peut réutiliser. Donc la Vierge Marie.
qui est apparue à Fatima au Trois Petits Bergers, et on peut la placer par contre dans des univers qui nous plaisent, avec des monstres, des machins, et on l'insère là-dedans et ça fait un mélange un peu. Vous créez votre propre iconographie à partir de ça. Donc ça c'était pour l'idée. Et Fatima aussi, ces 3 syllabes, je trouve qu'ils sonnent bien, quoi. J'aime bien. Ce qui est cool aussi, c'est que même au niveau des clips que vous avez pu réaliser, il y a aussi un certain cachet, quoi. Ouais, alors les clips c'était, en plus on passait des heures avec JC sur archive.org, qui est un super site où tu peux choper des vieux extraits de vieux films de tous les pays, et tu peux les monter et les diffuser parce que c'est libre de droit. Donc, oui, j'ai fait mon marché plusieurs fois là-dessus. Ça rend fou, hein. Ouais. J'ai passé des nuits blanches, qu'est-ce que tu fais à regarder des vidéos de striptease des années 40 là, qu'est-ce que je regarde des nonnes qui se sont fouettés le dos, et là, ok, ouais, pas mal, ça je garde, clic, enregistrer et tout. Bon, bref. Et on a fait ça, mélangé avec des filtres, pareil, de pellicules qui brûlent ou de lampes à lave qu'on a mis par-dessus. Oui. En gros, c'était un peu les clips d'Electric Wizard, hein. Enfin, on n'a rien inventé, hein, mais voilà. Mais avec moi, le côté horreur, c'est plus SF ou rétro. Oui, voilà, c'est ça. Très axé sur l'horreur et la weed. Voilà. Mais non, c'était très fun à faire. C'est vrai qu'il faudrait qu'on en fasse un. Puis c'est pareil, on n'aime pas trop se montrer particulièrement. Donc ça nous va bien aussi de pas être filmé. Pour l'instant en tout cas. Voilà. Dans l'idée, on aura un projet, on peut pas le faire, mais on adorait avoir un clip en stop motion, en animation image par image avec la pâte à modeler. Mais bon, ça demande. Faudra un an de vie et plus en parallèle de l'album pour faire que ça, quoi, tu vois. C'est clair. On verra. Peut-être un jour. C'est Adam Jones, le mec de Tool. Ouais, c'était beau leur clip avec le clip de Tool. C'est ça qu'il vous faut. Incroyable. Et là récemment, il y a un film qui s'appelle Mad God qui est sorti que je te conseille. Ah non, je connais pas. Qui ressemble pas mal au clip de Tool. Ok. Mais alors vraiment torturé le film, c'est que de l'animation image par image, c'est par Phil Tippett, tu vois, c'est le mec qui fait les animations, genre dans Robocop du robot. Oui. À la fin, tu vois, entre autres, il fait les dinos de Jurassic Park, il fait l'animation et le design dans Starship Troopers, des monstres. Enfin, c'est une pointure le mec. Les quadripodes impériaux d'Empire contre-attaque. Enfin, bref. Et voilà. Et il a fait un film là qu'il a fait sur 30 ans par petits morceaux. Et alors c'est baiser de la tête, mais c'est magnifique. Mad God, je te le conseille. Faut que je regarde ça. Ouais. Ça se trouve facilement? Alors il était au cinéma il y a quelques mois, bon il y est plus, mais je crois qu'ils vont sortir un Blu-ray de toute façon ou un DVD. D'accord, faut surveiller. Ça va arriver. Et du coup, prochain album, on l'espère en 2024. Mais oui. En attendant, j'imagine qu'il y a des dates intéressantes qui vont arriver. Moi, j'en vois déjà une intéressante qui arrive au mois d'août. Donc je te laisse en parler. Il y a donc une date avec Acid King. Waouh. Gros groupe de Doom à Paris au Glazart. Oui. Le 5 août. Donc on a vraiment hâte. On se fait un peu pipi dans la culotte en même temps parce que c'est quand même un énorme groupe, quoi. Mais on a très hâte. Et l'autre date, c'est le 25 août au Black Bass Festival près de Bordeaux, dans la campagne de Bordeaux. Super festival. J'étais allé par hasard l'été dernier d'ailleurs, comme ça là pour voir les groupes. Et voilà, on a vachement hâte. Il y aura Kevin aussi en tête d'affiche. Oui. Et pas mal de trucs. Et c'est vraiment sympa, c'est en plein air, c'est assez familial. Enfin, j'aime bien l'ambiance. C'est circulaire dans les champs. Faut juste prendre des antihistaminiques si vous êtes allergique et l'antibiotique, c'est tout. Mais sinon, c'est top. Ok, bon, c'est noté. Ouais, et puis j'imagine que vous allez continuer à défendre le Scud en attendant. Ah oui, ouais. Bah, et puis là, récemment, quand même, dans les derniers concerts, on place les nouveaux morceaux. Oui. Ça nous permet déjà de les bosser, de les tester un peu en live, voir comment ça marche. Tiens, quoi. En parlant de concert, vous avez donné un concert au Grand Paris Sludge avec la particularité que c'était unplugged. Oui, parce que JC s'était cassé les 2 doigts en fait, enfin un doigt, le petit doigt. Et du coup, plutôt que d'annuler, parce que bon, c'est vrai que c'était un peu un énorme truc pour nous, c'était un peu le plus gros, un des plus gros concerts qu'on aurait jamais fait, quoi. On a décidé de le faire, JC se sentait de le faire, mais bon, plus calme, donc du coup on a fait en version unplugged. Et c'est un truc de toute manière qu'on avait envie d'essayer depuis des années sans jamais vraiment avoir d'occasion, donc c'est un peu l'occasion qui fait le larron, quoi. Et
c'était plutôt cool, hein, c'était plutôt sympa. En plus, ça a plu, j'ai l'impression, donc ce soir-là, donc c'était sympa, quoi. C'était agréable à faire. Ouais, j'ai pas pu venir, j'étais en train de jouer de l'autre côté de la France, mais en attendant, j'ai eu des bons retours. Et ouais, ça serait peut-être cool de continuer là-dessus, peut-être même, pourquoi pas enregistrer un live unplugged. Ça peut être ouais, bah oui, non, mais truc. carrément, ouais. On y pense, ouais. Et, ouais, parce que c'est vraiment, les morceaux s'y prêtent, il y a pas mal de trucs qu'on pourrait reprendre comme ça. Et vu l'héritage grunge, ça sera tout à fait. Voilà, je mettrai un cardigan vert vomi, je m'éteindrai les cheveux en blond et on aura, ou en rose avec des lunettes de soleil. Je préfère Alice in Chains, et puis voilà. Avant de conclure, je vais te poser les questions à la con, les trucs un peu débiles, comme ça on repart sur une touche un peu légère. Alors, t'es plutôt Bleach ou bien In Utero? In Utero. Mais j'aime les deux. In Utero, c'est mon album préféré, je pense. Je me suis rendu sourd avec. Tu préfères donc? Ouais. D'accord. Tu préfères Temple of the Dog ou bien Mad Season? Alors, je les connais de loin les deux. D'accord. Mais je crois que je préfère Mad Season parce que dedans, si je dis pas de conneries, il y a Lane Staley. Ah oui. Et ouais. Donc déjà, ouais, je préfère eux. Ouais, pour le coup, je pense très sincèrement que c'est la meilleure performance de Lane Staley. Faut que je réécoute ça, ouais, parce que j'ai écouté il y a longtemps, ça date. J'y pensais il y a pas longtemps d'ailleurs. J'avais pas retrouvé le nom, tu vois, donc merci de. Pendant longtemps, c'était Temple of the Dog, le groupe que j'adorais parmi les deux, mais récemment, je pense avec la maturité, je suis beaucoup plus touché par l'album de Mad Season. C'était même si, pour moi, c'était le meilleur chanteur, hein, tout court, en fait. Même si Temple of the Dog. Non, moi je suis plutôt team Chris Cornell, tu vois. Ouais, avec Chris Cornell aussi, mais je trouve que Lane Staley, c'est un peu comme Ozzy Osbourne ou Robert Smith. Ah oui. Oui. Kurt Cobain, ils ont tous une voix à eux, genre c'est impossible de. Ouais. Mais Lane Staley, chez moi, c'est même l'unplug, le mec, tu vois qu'il est au bout du rouleau. Il était pas là. Sous zéro à fond, il est pas là, mais il chante, la bouge, tu vois les lèvres qui bougent, ce qui sort de. Tu sais pas d'où ça vient, mais comment il y a même pas une veine sur le front, rien, tu vois. Là, il te fait Sludge Factory comme ça, tu sais, mais comment il fait, quoi? Je comprends pas, quoi. Ouais, t'es plutôt Metallica ou Megadeth? Alors, avant j'étais plutôt Metallica et je chiais sur Megadeth. Et là, cette année, je me suis mis à Megadeth. Et en fait, là, Metallica, je peux plus les piffrer, j'avoue que. Je peux plus les piffrer depuis, comment ça s'appelait? Le dernier album que je trouve intéressant, moi, quand même, c'est celui avec le point, là, Saint Anger, là, avec leur portage où ils font complètement. Attends, je vomis et je reviens. Je déteste cet album. Ouais. Mais bon, j'étais jeune et tout. Mais en fait, le making of était à la fois dégueulasse. Je me disais, mais. Ouais. Parce que le making of est à voir, hein, quand même. Oui, Some Kind of Monster, il est. Et tu sens qu'ils essayent de faire du système, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Enfin, en fait, avec leur recul, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Ils essaient de choper le frein en marche, quoi. Mais après, en fait, derrière ça, ce que je trouve horrible, c'est que derrière ça, ils ont même plus essayé de faire ils ont essayé de refaire le son des années 80, mais ça marche pas du tout. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Et donc, le meilleur Metallica, c'est le premier Metallica, globalement, je trouve. On est tout à fait d'accord. Non, moi, je suis fan des 5 premiers. Oui. J'aime bien Load. Je fais partie des gens qui aiment bien Load. Mais il faut. C'est sûr. Mais j'aime beaucoup, comment il s'appelle, le morceau Fuel. Le morceau Fuel. Ah, ça, c'est sur Reload. Et celui-là, je l'aime moins. Tu vois, celui-là, je l'aime beaucoup moins. Mais Load, il faut vraiment se mettre en tête que c'est pas le Metallica de Kill 'Em All, quoi. Non, mais même Ride the Lightning, c'est pas le Metallica de Kill 'Em All, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Il y a un côté boutonneux punk qui a plu après. Ah oui, c'est que pont à fond. Mais je crois que et du coup, je comprends maintenant que c'est dû en grande partie à Megadeth, parce que les 2 premiers albums de Megadeth, ils sont ultra brutaux, quoi. Ouais, il y a aussi beaucoup de Venom, beaucoup de punk anglais. Il y a aussi, on le dit pas assez, mais il y a l'influence d'Exodus, hein, qui existait déjà et qui commençait déjà à faire ce genre de choses. Donc, Et ouais, non, du coup, je vais dire Megadeth là pour maintenant, tu vois, parce que j'ai beaucoup écouté cette année leur album classique là, merde, avec l'extraterrestre là. Putain, Hangar. Tu parles de Rust in Peace. Bah, Rust in Peace, c'est la fessée. Voilà, c'est ça. Avec mon groupe, mon premier groupe à Alger, on jouait beaucoup de reprises de Megadeth, et surtout ce qui venait de Rest in Peace. On reprenait Tornado of Souls,
On avait essayé Hangar 18, Dawn Patrol, tu sais, le morceau basse batterie. Ah, bah, c'était puis c'est vraiment balèze à jouer. c'est notre bible. Ça nous a permis d'évoluer en tant que musicien. Bah, tu m'étonnes. C'était challenge, du coup, on passait des heures et des heures Bah à ouais. bosser ça. C'est un challenge à faire, quoi. Ouais. J'en serais incapable, je pense. Vraiment. Et allez, une dernière question à la con de comparaison. Tu préfères les Smashing Pumpkins ou Pearl Jam? Ouais, j'aime vraiment pas Pearl Jam, donc les Smashing Pumpkins. Ok. Je sais pas, Pearl Jam, il y a un truc qui me saoule tout de suite, hein, avec le chant, j'aime pas sa voix, alors qu'en plus le mec il a l'air sympa et tout, je sais pas. Ouais. Mais je sais pas. Je trouve pas que ce soit très rock en fait. Voilà. Ah, tu trouves? Je sais pas, je trouve que ça rebondit trop, il y a un truc qui, je sais pas. Mm. Mais bon, mais D'accord. non, ouais, allez, on va dire Smashing Pumpkins, je suis pas un énorme fan non plus, mais... Il y a des Bon. tubes de Smashing Pumpkins, tu vois, qui restent, que je trouve que Pearl Ouais. Jam, à part Jérémy, Ah, mais bon, j'ai pas envie d'entendre tous les 4 matins non plus, quoi. si Pearl Jam, les 4 premiers sont très bons. La suite, je connais moins, hein, malheureusement, j'ai un peu lâché. Mais J'aimais bien Mudhoney aussi au début, et Oui. et Tad aussi, c'est plutôt cool. Tad, c'est très bien. Les Screaming Trees. Et Mark Lanegan tout seul aussi, et les 2-3 premiers albums, Oui. tuerie. Et les Smashing Pumpkins, ouais, les 3 premiers albums, Gish, Siamese Monster et... Non, Siamese Dreams, pardon. Et Melancholy, c'est très très bons albums cultes des années 90. Oui, oui, non, c'est sûr. Et même la suite est intéressante. Non. Que Pearl Jam aussi, donc ça, c'est pas juste. Mais non, à ce qui paraît, Ten est cool, faudrait que j'essaye de l'écouter pour de vrai, une fois. Ouais, Ten est cool, Versus est cool, Vitalogy est Ah très... non, Pearl Jam, ils ont un clip incroyable. Ah, tu parles, je sais, Do the Evolution. Parce que Todd McFarlane, ouais, non, celui-là, il est incroyable. Ouais. Et même le morceau est plutôt cool, en vrai. Ouais, mais Todd McFarlane, quoi, Ouais, je suis hyper fan J'avais découvert quand il avait fait son passage sur Spider-Man à la fin des années 80. Il a co-créé Venom. Ouais. Et après, Dans Spider-Man, c'est... Ouais, puis après, il a fait Spawn. Énorme. Et moi, j'aime bien regarder ses vidéos. Sur Ah, toi aussi, Insta tu ou le suis sur... encore? Ah Ouais, oui, ouais. bien Bon, sûr, tu bien crois que c'est sûr. un gros businessman et tout, mais c'est marrant. Il sort des nouvelles figurines et tout. Regarde ça! Je vois même les vidéos, il fait des discours de motivation, il t'explique, bah, le mec il dort pas, hein. Non, ouais. Parce qu'en fait, il a arrêté de dessiner Spawn, mais il continue à écrire vaguement le scénario, et puis je pense il n'a pas loupé une seule couverture en 30 ans, hein. C'est sûr. Ce qui est très balèze dans Puis le il a monde lancé des un autre comics. personnage, je me rappelle plus comment il s'appelle, il y a pas longtemps. Alors ça, j'ai pas suivi. Bon, bref, Et et il ça veut fait- faire un film Spawn, hein, d'ailleurs. Oui, ils veulent le refaire parce que bon, celui des années 90. Voilà. Pareil, c'est comme l'album de Celtic Frost, Glam, tu vois, avec des bières un soir, c'est sympa quand même. Ouais. Enfin, bière. Ouais. Peut-être un peu plus Ouais, que Moi, des je l'aime bières. bien, Ouais. sauf bien sûr le final avec Pour moi, tu sais, tu le regardes en duo avec Batman et Robin, quoi. Oh non, là, celui-là, je peux pas. Franchement, je peux pas. C'est trop pour moi. Il y a Schwarzy, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Schwarzy qui fait des blagues sur la glace, c'est trop bien. Oh là là. C'est pénible, mais c'est trop bien. Ouais. Bon, écoute, mon poulet, je vais te laisser Ouais. avec le mot de la fin, si tu as un message à passer. Et puis, Bah, un énorme merci à toi. bah, de rien, attends, ça me fait plaisir. On se refera ça avec tes compères parce que Oui, ouais, ça marche. je pense qu'ils auront des trucs intéressants aussi à raconter. Bah ouais, parce que là, je blablate trop, là. Ouais. Très bien, Non, ouais, mais ça sera c'est cool. bien, c'est bien. Yes, avec grand Bah, un plaisir. énorme merci et bah écoute, bah, une bonne fin de soirée. À toi aussi. Bonne ciao.